Et je pense qu'il y a un enjeu politique pour nos adversaires de faire qu'on ne réalise pas qu'on est en train de remporter des victoires, qu'on est en train de rendre de plus en plus difficile le fait de faire des projets inutiles et imposés. L'écologie n'est pas une cause perdue, mais c'est sûr qu'on n'est pas en train de prendre la bonne trajectoire au niveau mondial. Après, moi j'ai un peu décalé mon regard maintenant, je me suis pris de passion pour les blaireaux, et j'ai compris que si on retarde de 5 ans le projet d'une construction de route, par exemple, bah en fait c'est une vie entière de blaireaux qu'on a sauvé. Et je crois que ça en vaut la peine. Non, je ne pense pas que l'écologie soit une cause perdue. Je pense que la cause perdue serait de continuer à penser qu'on ne peut rien changer. On a quand même identifié 162 cas de victoire de lutte locale, rien que sur les 10 dernières années, donc ce n'est quand même pas rien. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est potentiellement que l'écologie a perdu en crédibilité peut-être ces dernières années, mais nous, on pense, à Terre de Lutte, que l'écologie, c'est aussi et surtout la préservation des terres agricoles, la préservation des forêts, la préservation des rivières, mais elle permet aussi et surtout de préserver des tissus sociaux et des bassins de vie. Pour moi, on peut pas dire que en soi, l'écologie est une cause perdue. Néanmoins, c'est vrai qu'avec le gouvernement actuel, avec toutes les réformes qui succèdent pour détruire le droit de l'environnement, pour détruire tous les acquis qu'on a réussi à obtenir en se battant, en fait, c'est clair qu'on peut désespérer à faire que les choses elles avancent en passant par des grandes réformes, par des grands plaidoyers, etc. Néanmoins, l'écologie de terrain, l'écologie que manient les luttes locales au quotidien, c'est-à-dire en fait se battre contre des projets qui vont aller dégrader notre environnement direct, la forêt dans laquelle on a grandi, le ruisseau à côté duquel on jouait quand on était petit, mais aussi en fait tout simplement nos espaces verts, nos moyens de subsistance aussi comme nos terres agricoles. Et cette écologie-là, elle remporte encore des victoires. Et dans les 10 dernières années, elle a remporté plus de 140 victoires. Et ça compte. Et cette écologie-là, je pense que c'est pas une cause perdue du tout. Je pense que c'est toujours le moment de parler de victoire, que nos idées, elles progressent ou qu'elles régressent. Au moins, c'est un sujet qui permet de nourrir nos réflexions. Et je pense aussi que parler de victoire permet de sortir de cette éco-anxiété, de cette paralysie, et d'inspirer d'autres luttes et d'autres victoires. Ces victoires nous permettent non seulement de comprendre quelles tactiques, quels outils et quelles stratégies sont utilisées dans une lutte, mais aussi de comprendre quelle organisation interne on veut avoir. Et je pense que l'étude des victoires nous permet aussi de nous poser réellement la question de ce qu'on veut sur notre territoire. Comment on veut se déplacer? Comment on veut se nourrir? D'où vient notre énergie? Et ces questions-là, on va que réellement se les poser à travers la lutte et à travers la victoire. Le contexte politique, il est effrayant, on a du mal à regarder les nouvelles, on a du mal à encore y croire, et on peut se dire que dans ce contexte-là, parler de victoire, c'est un peu vendre un discours, vous voyez, dont on n'a pas vraiment les moyens. Vendre un discours victorieux, alors qu'en fait, globalement, à une échelle nationale, à une échelle internationale, on prend des portes dans la tête tous les jours. Néanmoins, ça nous semble important de parler de victoire, pas forcément de dégager un discours victorieux, mais bien de se pencher sur les victoires. Parce que si on regarde pas là où on a pu réussir, si on regarde pas là où on a pu gagner à certains endroits et comment on l'a fait, qu'est-ce qu'on a mis en place pour remporter ces victoires-là, alors on s'assure clairement de ne pas pouvoir en remporter pour la suite. C'est pour ça que, avec Terre de Lutte, on s'est penché sur toutes ces victoires de lutte locale qui ont eu lieu dans les 10 dernières années pour essayer de comprendre quels ont été les fils que ces collectifs ont tirés, qu'est-ce qui a cimenté leur victoire, quels sont les points communs, quelles sont les divergences entre ces diverses victoires, parce que pour nous c'est essentiel de se pencher maintenant sur ces victoires-là pour justement pouvoir en obtenir plus ensuite. C'est carrément le moment de parler de victoire de l'écologie, parce que en fait on en a plein. Les méga-bassines du Poitou qui sont jugées illégales, le chantier de la 69 qui est mis à l'arrêt, l'usine de Biocil qui menaçait les forêts du Limousin ne s'agrandira pas, la retenue collinaire de la Clusaz qui est abandonnée, le 3e tronçon du téléphérique de la Grave ne se fera pas non plus. Enfin, en fait, ça c'est juste des luttes que j'ai filmées ces dernières années. Donc en fait, on en a plein. Et je pense qu'il y a un enjeu politique pour nos adversaires de faire qu'on ne réalise pas qu'on est en train de remporter des victoires, qu'on est en train de rendre de plus en plus difficile le fait de faire des projets inutiles et imposés. La lutte en elle-même, tout le combat qui a mené potentiellement à la victoire, et parfois le combat qui a mené à la défaite aussi, a été un apprentissage. Ce qu'on a pu remarquer en étudiant ces collectifs en lutte, c'est que d'ores et déjà, apprendre
comprendre le projet, apprendre en termes d'expertise, de monter en niveau, apprendre des uns des unes des autres aussi à l'intérieur du collectif, c'est un moyen déjà de la victoire. Mais aussi, en fait, c'est une montée en compétences des territoires et des luttes autour. C'est-à-dire qu'une lutte victorieuse, c'est pas une lutte qui ensuite, paf, disparaît. C'est une lutte qui va faire que son expérience, que tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a appris, ce que les personnes aussi ont appris les unes des autres, donc en fait la montée en compétences du groupe, elle va se ressentir partout. Elle va se ressentir dans les luttes qui vont suivre, elle va se ressentir sur le territoire, dans certaines appréhensions, projets de territoire, contre-projets aussi qui vont pouvoir continuer. Donc en fait la lutte en elle-même est un apprentissage. Ensuite évidemment par une victoire on a un apprentissage et nous de manière extérieure on peut venir apprendre de ces victoires, c'est-à-dire s'irriguer de tout ce qui a pu fonctionner à certains endroits. Si je regarde ces victoires remportées ces 4 dernières années, en fait, je vois qu'elles ont un trait commun, qu'il y a 2 éléments essentiels. Le premier, c'est une mobilisation de terrain qui va jusqu'à empêcher les machines de passer. Et de l'autre, c'est un travail juridique minutieux. C'est des recours suspensifs qui donnent le temps de s'organiser, d'organiser la lutte. Et c'est des recours au fond qui mettent un terme définitif au projet. L'étude des victoires dans sa globalité nous permet aussi d'appréhender les luttes dans le sens d'un réseau décentralisé, et pas en étudiant chaque victoire au cas par cas, mais plutôt de comprendre qu'est-ce qui se dégage de la multitude de ces victoires. Et donc avec cette analyse-là, on n'est pas seulement en train de regarder les effets d'une seule victoire, mais de comprendre ce que veut dire des centaines de victoires pour le mouvement social. Quand un collectif parvient à démontrer qu'un méthaniseur XXL porté par Shell Energy n'est pas viable économiquement et va endetter des agriculteurs pendant des décennies, ou qu'un collectif arrive à démontrer qu'un golf de luxe dans un village de 450 habitants est une aberration en termes d'utilisation de ressources, ce collectif-là n'est pas juste en train de bloquer un projet polluant, mais d'ouvrir une brèche dans le récit hégémonique de croissance infinie et à tout prix. Pour moi, il y a vraiment 2 ingrédients essentiels à une lutte réussie. Le premier, c'est la joie. La joie militante. C'est déjà si dur ce qu'on essaie de faire. On essaie de le faire sur notre temps libre, on n'est même pas payé pour. Que si on n'a pas de joie, on va craquer avant la fin. Alors qu'on sait que ça prend des années de gagner en fait. Et le deuxième élément, c'est un peu en miroir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Ça c'est particulièrement difficile dans des contextes où justement, en fait on n'a pas les mêmes logiciels politiques, où on pense pas la même chose. Quand on a du mal à atteindre nos adversaires, que du coup on est tenté de taper sur nos alliés immédiats parce que ils font pas exactement les choses comme on voudrait. Non, faut se retenir de faire ça, faut essayer de construire des alliances qui sont durables, qui sont des fois surprenantes. Et c'est ce maillage-là d'un territoire, de plein de gens venant de plein d'horizons différents, qui, à mon avis, nous mène vers des victoires. Dans notre étude qu'on a réalisée l'année dernière au sein de Terre de Lutte et avec l'aide de l'ENS et de Silence, on a décidé de rester assez loin de la notion d'une recette d'une lutte, parce qu'on s'est dit que toutes les luttes en fait sont hétérogènes et qu'il n'y a pas une recette type. Il y a un exemple que je cite beaucoup, c'est le cas de la lutte contre les fermes-usines en Bretagne, où il est très difficile d'utiliser la tactique d'interpellation des élus, parce qu'on sait que avec la présence que peut avoir la FNSEA en Bretagne, cette tactique-là ne va pas forcément porter ses fruits. Parallèlement à la Clusaz, en haute montagne, dans les vallées, c'est un endroit qui est assez inaccessible géographiquement. Ça va être beaucoup plus compliqué de massifier la lutte au niveau local. Très sincèrement, je pense qu'il y a 3 grandes choses qui m'ont marqué dans le rapport autour des victoires. La première, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est vraiment le juridique. 80% des luttes victorieuses ont utilisé à un moment le moyen juridique. Et ça me paraît essentiel de le voir. Je pense pas du tout qu'une victoire se base sur le juridique, mais je pense que c'est un élément qui parfois est rejeté un peu au profit des mobilisations, etc. Ou alors parfois qui prend trop de place au détriment des mobilisations. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ces collectifs qu'on a pu étudier, avec lesquels on a pu discuter, c'est que l'élément juridique, le fait de faire des recours, il s'intègre dans une stratégie plus globale. Et ça, c'est hyper intéressant. Le deuxième élément qui m'a beaucoup marqué autour de ces luttes victorieuses, c'est vraiment l'élément du soin. C'est le fait que pour que ces collectifs ils obtiennent une victoire, ils ont lutté pendant des années. Et pour qu'ils tiennent sur ce long terme-là, il a fallu laisser une place conséquente aux soins, au fait de se rencontrer, au fait de faire du lien, au fait de faire des choses à côté de la lutte, des fêtes, des apéros, mais aussi de s'écouter, d'apprendre un peu à voir les différents points de vue de chacun, chacune, et de faire en sorte que ça fonctionne ensemble. Et ben ça a été un élément qui à chaque fois se retrouve et qui est hyper important, qui a pu cimenter ces collectifs, et je pense que ça a une part réelle dans les victoires obtenues. Et le troisième point,
c'est le fait de, évidemment, synchroniser nos moyens de lutte. C'est-à-dire que des moyens de lutte, il y en a plein. Ils sont à l'image, en fait, des personnes qui composent un collectif, donc hyper divers, etc. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est pas en juste, vous voyez, privilégiant un point ou en faisant tout d'un coup que ça fonctionne. Mais dans les luttes victorieuses, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les divers moyens de lutte, ils étaient agencés entre guillemets. Ils se répondaient les uns les autres. Pas forcément que ça soit hyper pensé à l'avance, etc. Mais néanmoins, il y avait cette intelligence qui vraiment découle, à mon avis, de ce qui fait un collectif et de sa diversité, qui fait que à un certain moment, on introduit un recours juridique, et puis à ce moment-là, un blocage pour que ça puisse en rajouter une couche, puis là, une manif, puis là, on sort la pétition, etc. Et qui fait que tout ça, à chaque fois, a une architecture qui fait beaucoup de sens et qui permet d'obtenir ces victoires-là. Je pense que ce qui va se compliquer dans les années à venir, c'est que ces grands projets imposés et polluants contre lesquels nous luttons vont avoir une novlangue et des moyens de communication qui seront peut-être un petit peu plus compliqués pour que nous, militants et militantes, on puisse les cerner comme des projets imposés et polluants. C'est-à-dire qu'il va y avoir potentiellement une dissimulation de ces projets polluants qui va être plus difficile pour nous à appréhender. Une communication qui se joue sur les mots. C'est-à-dire que les porteurs de projets vont plutôt parler de déviation au lieu de parler d'une autoroute, vont parler de souveraineté alimentaire alors qu'il s'agit d'ouvrir la plus grande sucrerie d'Europe, ou de parler de réservoir d'eau au lieu de parler de bassine. Les batailles à venir seront faites d'un attachement à un territoire, à ses habitants humains et non humains. Le seul moyen pour s'en sortir, dans ce contexte où on détruit le vivant, c'est que dans chaque endroit où ça se passe, les gens qui y habitent s'organisent pour l'empêcher. C'est le propos de mon film, Le vivant qui se défend. Dans notre étude, on s'aperçoit qu'une lutte victorieuse dure en moyenne 7 ans. Donc il y a quand même une idée de tenir dans le temps, malgré la répression, malgré la sanction sociale que peut représenter une lutte. Et pour durer dans le temps, pour qu'un collectif ou une association soit soudé pendant des années à venir, il y a quand même la question du soin qui rentre en jeu, et donc du coup de faire en sorte de ne pas se cramer non plus, et d'avoir une organisation qui permet à tout le monde de se sentir légitime de lutter et être à sa place dans cette lutte.